Bienvenue pour ce énième grand tour ouvert réseau avec, comme vous avez vu dans le programme, une série de vues vers le futur. Je commencerai moi par parler des petites molécules et de voir ce qu'il en reste. Et donc, j'irai le plus vite possible parce que j'imagine que ce qu'on attend surtout, c'est de voir les progrès dans les molécules les plus récentes dont va nous parler Michel Goldman et Jean-Christophe Goffard. Donc, comme on l'a fait dans les épisodes précédents, les questions se posent via le chat et c'est moi qui tournerai les questions vers les conférenciers lorsque les questions s'adressent à eux. Pour l'accréditation, vous avez dû déjà rentrer vos numéros INAMI, etc. Au moment d'entrer dans la salle d'attente, mais ça servira de vérification de présence si on a des ennuis du côté de l'accréditation. Et donc, c'est le Google Sheet qui sert de feuille de transmission vers l'accréditation. Donc, n'oubliez pas de le remplir. J'ai remis au niveau du chat le lien pour ceux qui ne l'auraient pas. Alors, je pense qu'on peut démarrer sans plus tarder la première partie de l'exposé. Et donc, l'idée est donc de revoir, mais assez rapidement, les différentes molécules qui ont été utilisées jusqu'à présent dans le COVID. Alors, pour préparer le topo, j'ai regardé un petit peu les différentes molécules dont on va parler, vitamine D, zinc, ivermectine, hydroxychloroquine, colchicine, azithromycine, en regardant sur PubMed quel était le nombre de publications concernant ces différentes molécules. Donc, vous voyez, jusqu'à 2019, tout est assez stable, et puis alors, ça s'accélère à partir de 2020-2021. Et l'accélération est clairement due à la problématique de la COVID. Et donc, vous voyez ici, en tapant hydroxychloroquine COVID-19, 1863 articles sur 2020-2021, et ainsi de suite. Donc, manifestement, il y a eu un engouement par rapport au sujet. J'avais pensé mettre une photo de Raoult, mais je pense qu'on peut s'en passer, donc expliquant quand même le grand engouement par rapport à l'hydroxychloroquine. Alors, ce qu'il en est, on ne va pas revoir le détail, j'ai repris ici un article d'une étude randomisée contrôlée qui datait d'ailleurs déjà de la fin de l'année passée, où on voit sur la partie du dessus, à la fois en ce qui concerne la charge virale, pas d'effet de l'hydroxychloroquine tout au long de la période d'observation et les événements cliniques sur la partie basse de la diapo, pareil. Et donc, on peut conclure, je pense, en faire une plus longue histoire, qu'il n'y a pas d'effet d'hydroxychloroquine, quel que soit le moment où ça a été prescrit, que ça soit dans une situation précoce ou une situation de patient hospitalisé, donc il n'y a pas d'effet protecteur de l'hydroxychloroquine. Ceci dit, ça reste quand même, et donc j'ai des contacts avec mes amis africains, au Cameroun, hydroxychloroquine, azithromycine reste dans les recommandations et c'est le traitement de base de l'infection dans ces pays. Alors, en ce qui concerne vitamine D et zinc, il y a un avis du Conseil supérieur de la santé en janvier. On va pas faire le détail non plus, ni le zinc, ni la vitamine D ne sont la panacée dans le traitement de la COVID-19 et ceci rend compte d'un nombre important de publications. Alors, j'ai ressorti 2 publications qui ont été rapportées après l'avis du Conseil supérieur de la santé, histoire quand même de s'assurer que les choses n'ont pas évolué. Et ce papier-ci est assez intéressant puisqu'ils avaient combiné des hautes doses de zinc et de vitamine C, seules ou en association,
c'était chez des patients ambulatoires, mais là également, on remarque, comme vous le voyez sur cette diapo-ci, aucun effet sur la réduction des symptômes par rapport au placebo. On peut oublier ces antioxydants et le zinc. Alors, l'autre point qui n'avait pas été non plus clairement identifié par rapport à la vitamine D, la question était, est-ce que chez les patients qui sont hospitalisés, dès le début de l'hospitalisation, qu'est-ce qui se passe si on donne une grosse dose, 100 000 unités de vitamine D? Eh bien, vous voyez que également, absence d'effet par rapport à la durée de l'hospitalisation. Une question qui pouvait être également intéressante, c'est de dire, bon, mais peut-être que les patients déficients en vitamine D pourraient profiter de cet apport de vitamine D. Eh bien, quand on regarde la sous-population des patients déficients en vitamine D, c'est pareil, aucun effet. Donc, on peut, je pense, définitivement oublier zinc et vitamine D, même si c'est bon pour d'autres choses, en tout cas, ça ne va pas influencer le cours de l'infection par SARS-CoV-2. Alors, l'ivermectine est un sujet qui pourrait peut-être paraître plus intéressant. Et en fait, l'histoire de l'ivermectine dans les affections virales remonte à plus longtemps, puisque vous voyez ici, en 2012, il y avait un papier intéressant qui montrait in vitro que l'ivermectine, qui au départ, comme vous le savez, est destiné plutôt à certains parasites, eh bien, c'est un inhibiteur puissant de la réplication de certains virus. Et donc, vous voyez ici qu'en fonction de la dose, il y a un effet extrêmement marqué sur la réplication virale. Le problème qu'on pouvait déjà soulever à ce moment-là, et avant même que les études ne commencent par rapport à l'ivermectine dans le SARS-CoV-2, c'est que les doses qui seraient nécessaires à obtenir les concentrations efficaces in vitro étaient des doses particulièrement importantes. Et donc, lorsqu'on prescrit l'ivermectine à dose, je dirais, conventionnelle, et j'ai repris ici une étude toute récente par rapport je l'ai choisi par rapport à sa qualité, une étude randomisée, contrôlée. J'ai repris ici l'abstract visuel dans le JAMA, est toujours quelque chose de simple. Vous voyez qu'il y a 400 patients randomisés, ivermectine versus placebo, avec une dose correcte de 0,3 mg par kilo de poids pendant 5 jours, donc une dose quand même supérieure à ce qu'on donne dans le traitement, par exemple, d'une thrombolytiase. Donc c'est quand même une dose plus importante. Et bien sur la partie droite de la diapo, vous voyez qu'il n'y a pas d'effet sur ce qu'ils avaient pris comme indice, à savoir la résolution, la durée des symptômes et donc le temps médian pour avoir une résolution des symptômes. Donc, exit vitamine D, exit zinc, exit hydroxychloroquine, exit ivermectine. Alors, en janvier, donc, la colchicine est arrivée sur le devant de la scène. La colchicine était quand même intéressante avec quand même quelques études contrôlées chez des patients hospitalisés et avec un effet quand même intéressant sur la phase inflammatoire, mais compte tenu de ce qu'on sait de l'effet de la colchicine sur l'activation de l'immunité innée, mais c'était pas tellement étonnant. Et donc ici, Tardif, grand monsieur, grand cardiologue au Canada, a entrepris une étude pour voir si chez des patients non hospitalisés, la colchicine pouvait avoir un effet. Et vous vous souvenez des effets d'annonce au JT, le porte-parole fédéral disant, mais voilà la découverte la plus extraordinaire qu'on a eue dans l'histoire de la COVID. Alors, malheureusement, en revoyant les données publiées dans un papier encore non revu, et qui est arrivé quelques jours après seulement l'effet d'annonce dans les médias canadiens et relayé par les médias belges. Quand on examine les données, ce n'est pas si clair que ça. Et donc, vous voyez ici le endpoint composite qui était l'hospitalisation et la mort. Donc,
pas une composite déjà éventuellement discutable. Vous voyez que dans toute la population étudiée, ça n'atteignait pas la signification. Lorsqu'il reprenait uniquement les sujets qui avaient une COVID-19 prouvée par PCR, puisqu'il y avait un petit nombre de sujets où c'était un diagnostic présomptif, là, on atteignait la limite de la détection, la limite statistique à 0,04. En fait, c'était 0,043 pour être précis. Je me suis amusé à refaire toutes les statistiques. Et donc, vous voyez que le décès, c'est P égale 0,42 et le recours à une ventilation mécanique, on a un P à 0,10. Donc, manifestement, pas d'effet de cette colchicine pris à un stade finalement précoce. En revoyant dans une approche bayésienne quel pouvait être éventuellement l'avantage, et donc sous placebo, vous aviez un risque d'hospitalisation de 6,3% dans la population étudiée, et ce risque dans le groupe colchicine diminué à 5,9%. On ne peut pas dire que c'est un effet magistral, et il était encore moins en regardant les différents biais de cette étude. Les femmes étaient surreprésentées dans le groupe colchicine, il y avait plus d'hypertendus dans le groupe placebo, les critères d'hospitalisation qui étaient quand même le point principal n'étaient pas précisés, il y avait plus de diarrhée dans le groupe colchicine et donc quelque part le double aveugle était rompu et donc on peut se dire que ceux qui voulaient vraiment croire à l'efficacité de ces traitements allaient garder les patients avec de la diarrhée non hospitalisés plutôt que de les hospitaliser. Et enfin, au plan global de l'étude, qui devait normalement par rapport à la puissance désirée comporter 6000 participants, elle était précocement fermée vu l'efficacité magnifique de ce traitement, elle était précocement fermée à 4000 participants. Donc clairement, la colchicine comme élément préventif dans l'infection par SARS-CoV-2 n'est certainement pas la panacée non plus. Je pense que la porte reste quand même ouverte dans des situations où la phase inflammatoire est importante et donc chez des patients hospitalisés, on va dire au J9, J10 de l'hospitalisation, ça pourrait avoir un sens. Donc, colchicine comme traitement précoce de la COVID-19, bon, j'avais un petit peu tweeté à l'époque, effet d'annonce médiatisé démenti par l'analyse scientifique, et ceci d'ailleurs soulève d'autres problèmes d'ordre plutôt éthique et déontologique en termes de communication par des chercheurs, a priori réputés en plus de ça. Donc, que reste-t-il des petites molécules? Très certainement, en ce qui concerne les effets préventifs et donc la prescription à des phases précoces de l'infection, on peut clairement dire que l'espoir est clairement déçu. Et donc, je ne vais pas être plus long parce que vous attendez sûrement de l'espérance par rapport à ce que Michel Goldman et Jean-Christophe Goffard vont vous proposer. Michel, je pense que tu peux enchaîner avec des molécules un peu plus grosses et probablement plus excitantes. D'accord, merci de l'invitation. On voit bien. Oui, mais... parfait. On te voit et on t'entend, Michel. Et on voit les slides? Et on voit les slides. Très bien. Écoutez, ce que je voudrais faire rapidement, c'est vous rappeler un concept qu'on connaît bien en maladie infectieuse, c'est celui d'immunisation passive. Donc aujourd'hui, on parle évidemment beaucoup des vaccins. Et on oublie peut-être, en tout cas dans nos pays, et certainement dans notre pays, qu'il y a la possibilité d'utiliser des anticorps thérapeutiques pour combattre les pathogènes. C'est pas un concept très neuf. En fait, il a valu plusieurs prix Nobel. Et le prix Nobel de Jules Bordes, il l'a reçu pour sa découverte du complément, certainement le rôle qu'il a joué dans la lutte contre différentes pandémies, et je pense
particulièrement la peste bovine en Afrique du Sud, a certainement joué un rôle important. C'est à l'époque de Bordet que des chercheurs allemands et français, von Behring et Roux, ont sauvé des dizaines de milliers d'enfants de la diphtérie en leur administrant du sérum antidiphtérique préparé à l'époque chez des chevaux immunisés. Alors pourquoi s'intéresser aujourd'hui à cette stratégie d'immunisation passive dans le contexte du Covid-19 ? Il y a plusieurs raisons. Il y en a une que nous vivons tous les jours, c'est ce déploiement des vaccins qui est particulièrement lent dans nos pays, en Europe, qui pose toute une série de difficultés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et la question est, qu'est-ce qu'on fait entre-temps ? Bien entendu, entre-temps, vous savez, on en a encore parlé hier, on doit restreindre la manière dont nous vivons, mais on peut se demander si effectivement, en attendant que ces vaccins n'arrivent, on ne pourrait pas utiliser ces stratégies d'immunisation passive plus activement. L'autre raison, c'est que même lorsque les vaccins peuvent être administrés, eh bien, nous ne sommes pas tous égaux dans la manière dont nous répondons aux vaccins. C'est bien connu. On sait que les patients plus âgés répondent moins bien, même si on est relativement rassuré sur les réponses aux vaccins anti-Covid. Il faudra quand même voir si vraiment tous les seniors répondent de la même manière avec, disons, des durées de protection identiques. On devra encore l'apprendre. Des travaux récents menés en particulier au King's College et au Crick Institute à Londres montrent que globalement, les réponses vaccinales des patients atteints de cancer, évidemment des formes les plus graves, ces réponses sont clairement moins bonnes. Et donc, ça pose un problème en termes de protection de ces patients. Bien entendu, il y a toutes les immunodéficiences, qu'elles soient primaires ou acquises, et il y a évidemment tous les patients, qui sont quand même très nombreux, qui reçoivent des traitements qui suppriment leur réponse immune. Pensons simplement au rituximab pour toute une série d'affections hématologiques, et pensons bien entendu aux patients transplantés, aux patients greffés et à tous ceux qui reçoivent des immunosuppresseurs à haute dose pour des maladies inflammatoires auto-immunes. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous ces patients? Est-ce qu'on les laisse au bord du chemin? Donc, une possibilité qui a été envisagée dès le début de la pandémie, c'est d'utiliser comme stratégie d'immunisation passive l'injection de plasma de sujets convalescents. Donc, c'est une première stratégie dont je vais vous dire un mot. Et il y a une deuxième stratégie qui est développée, y compris au niveau industriel par certaines biotech, c'est d'utiliser des anticorps purifiés, en particulier d'animaux qui auraient été immunisés par le virus SARS-CoV-2. Et puis, et je vous expliquerai pourquoi, il y a aujourd'hui ces développements impressionnants dans le domaine des anticorps monoclonaux. Alors, un mot quand même du plasma convalescent, puisque c'est finalement la première stratégie d'immunisation passive qui a été considérée. Alors, deux choses. Bon, d'abord, une nouvelle qui va un peu dans le sens de ce que Élie vous a dit pour les autres traitements qui ont été envisagés. Alors, ce sont des résultats, je dirais, qui peuvent être considérés comme définitifs, obtenus par le groupe Recovery au Royaume-Uni. Vous savez que c'est le groupe qui a démontré de façon indubitable l'effet de la dexaméthasone. Eh bien, le même groupe a conclu que l'injection de plasma convalescent à haut titre d'anticorps anti-SARS-CoV-2 n'améliorait pas la survie et n'avait pas d'ailleurs d'autres actions positives sur différents endpoints cliniques. Alors ça, c'est évidemment le plasma administré chez des sujets admis à l'hôpital. La question reste d'une certaine manière ouverte pour ce qui est de l'injection de plasma chez, disons, en début de maladie, disons en 3 jours après le début des symptômes. Donc là, il y a cette étude du New England
qui montre, si vous voulez, un certain effet. Comme vous le voyez, je ne vais pas détailler les résultats, mais disons que là, il reste une possibilité. La raison pour laquelle je ne détaille pas ces résultats, même s'ils peuvent être considérés comme, bon, disons, encourageants, c'est que, en tout cas, personnellement, je ne pense pas qu'il y ait un avenir pour ce type de traitement précoce. Et il y a différentes raisons pour cela. Il y a, disons, des cliniciens beaucoup mieux placés que moi pour expliquer quels sont les inconvénients potentiels de l'administration de plasma. Mais comme immunologiste, je voudrais insister sur deux aspects qui sont la présence dans le plasma de sujets convalescents, non seulement d'anticorps neutralisants, mais aussi d'anticorps qui pourraient avoir des effets délétères. Je pense d'abord à ces anticorps qui pourraient augmenter l'intensité de la maladie. Il y a différents mécanismes impliqués, mais un des mécanismes, c'est que le virus recouvert d'anticorps, eh bien, si cet anticorps n'est pas neutralisant, et il y a quand même une bonne proportion d'anticorps produits au cours de l'infection qui ne sont pas neutralisants, ces anticorps peuvent faciliter l'entrée du virus par un mécanisme que je ne vais pas détailler, et donc pourrait de cette manière-là avoir un effet aggravant. C'est un souci qui a été pris en compte depuis le début dans le développement des vaccins. Autant sur les vaccins, on peut, je pense, être rassuré, aujourd'hui en tout cas, sur le fait que les anticorps induits par la vaccination ne vont pas induire ce type d'effet indésirable. Autant pour ce qui est de l'infection elle-même, je pense qu'il faut être prudent. L'autre point, qui est au moins aussi important, c'est le fait qu'au cours de la maladie Covid-19, parmi tous les anticorps que nous produisons, certains ne sont pas du tout dirigés contre le virus, vont être en fait des auto-anticorps pour certains. Je m'excuse. Et ces auto-anticorps peuvent avoir des effets délétères. Dans cette revue de Nature, et vous verrez que nous-mêmes avons insisté dans cette revue sur les anticorps antiphospholipides qui peuvent certainement contribuer à certains phénomènes prothrombotiques au cours de la maladie. Et donc l'idée d'injecter du plasma contenant à la fois les bons anticorps mais aussi ce type d'anticorps, je trouve, est vraiment très peu attrayante. Et donc, je ne parlerai pas des anticorps polyclonaux, un peu pour la même raison, et puis, bon, ça prendrait trop de temps. Par contre, je voudrais vous parler des anticorps monoclonaux. Pourquoi? Il y a véritablement un regain d'intérêt aujourd'hui pour le traitement des maladies infectieuses par les anticorps monoclonaux. Et le premier exemple que je voudrais prendre, c'est celui d'Ebola. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui un traitement par un cocktail d'anticorps monoclonaux qui est approuvé pour Ebola. Et ce n'est pas le hasard, c'est un cocktail d'anticorps développé par la firme Regeneron qui fait aussi la course en tête pour les monoclonaux anti-SARS-CoV-2. Alors, Ebola est évidemment un très bon exemple. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres anticorps monoclonaux. Si vous suivez le New England des derniers mois, bien vous verrez apparaître des essais sur des nouveaux anticorps monoclonaux contre la bronchiolite du nouveau-né. Vous savez évidemment qu'on dispose d'un anticorps qui est donné chez des nouveau-nés prématurés à haut risque à titre préventif, mais il y a aujourd'hui encore d'autres monoclonaux qui seraient plus efficaces, qui sont développés. La même chose, vous verrez qu'il y a un anticorps monoclonal contre la fièvre jaune qui est développé aujourd'hui. Et enfin, et je pense qu'il y a eu encore dans un dernier New England une discussion là-dessus, il y a encore beaucoup d'efforts qui sont faits pour développer des monoclonaux anti-HIV. Donc, pour vous dire qu'effectivement, c'est un sujet qui mobilise beaucoup ceux qui s'intéressent à de nouvelles approches thérapeutiques des maladies infectieuses. Et j'en viens maintenant au Covid-19. Donc, effectivement, il y a aujourd'hui plusieurs anticorps neutralisant le virus qui sont en développement à des stades différents. Ce sont des anticorps qui ont été développés
à partir disons, de la séquence d'anticorps isolés de patients atteints du Covid-19, mais aussi, c'est un point sur lequel j'insiste, de patients qui avaient souffert du SARS au début des années 2000. Alors, c'est important parce que une des idées aujourd'hui, c'est de développer des monoclonaux qui neutraliseraient à la fois SARS-CoV-1 et SARS-CoV-2, et éventuellement d'ailleurs le virus qui cause le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS, avec l'idée que ces anticorps monoclonaux très spécifiques reconnaîtraient un épitope commun à tous ces virus de la même famille, et on peut alors espérer que ces monoclonaux, qu'on va dire variant proof, c'est l'expression qu'on utilise en anglais, pourraient rester actifs contre les mutants existants et à venir. Et donc, il y a un énorme effort qui est fait de par le monde, essentiellement aux États-Unis et en Corée pour ce qui est, disons, du développement industriel. Alors, ce développement, évidemment, il part par l'identification du bon monoclonal, mais c'est ce qui est figuré ici, et je pense que Jean-Christophe Goffard y reviendra. Il y a bien d'autres étapes très importantes, difficiles, qui prennent du temps, qui sont coûteuses, qui sont autant d'obstacles à surmonter pour arriver à amener ces anticorps au lit du malade. Alors, est-ce qu'ils vont arriver au lit du malade? La réponse est oui. Ils sont déjà au lit du malade aux États-Unis, en Allemagne, en France. Donc, vous savez que pour qu'un produit de ce type-là arrive au lit du malade, il doit bien entendu faire ses preuves dans des essais cliniques à large échelle et puis être approuvé par les autorités réglementaires. Donc, les premiers anticorps qui devraient être approuvés dans les semaines qui viennent par l'Agence européenne du médicament, ils sont déjà approuvés par la FDA aux États-Unis, c'est les anticorps de Regeneron, et en Europe, c'est la firme Roche qui, disons, prend le relais. Une autre firme que vous connaissez, c'est Eli Lilly, la même chose, un anticorps approuvé par la FDA et en stade avancé à l'Agence européenne du médicament, encore une fois, décision attendue dans les semaines qui viennent. Un anticorps sud-coréen, Celltrion, est en revue, en analyse à la FDA et également à l'Agence européenne du médicament. Il pourrait arriver plus tard et il pourrait venir assez vite en Europe parce que l'Agence européenne a déjà émis une opinion positive sur ces anticorps. Alors, d'autres grandes firmes, GSK, AstraZeneca, sont dans la course, mais sont en retard. Comme vous le voyez, AstraZeneca est encore simplement au stade des essais cliniques. Je sais qu'il y a un essai clinique en cours en Belgique, à l'hôpital Saint-Pierre et peut-être dans d'autres hôpitaux, mais ces anticorps n'ont pas encore été soumis à aucune des agences réglementaires. Donc, voici le paysage. Et disons, pour savoir comment il se fait que 2, voire 3 de ces anticorps, mais on va surtout parler, disons, de ceux de Regeneron Roche et Eli Lilly, soient si proches, disons, d'arriver dans notre pays et sont déjà dans d'autres pays, comme je l'ai dit. Je vais passer la parole à Jean-Christophe, qui va vous dire effectivement où on en est. Avant de lui passer la parole, quand même, un point pratique. Regardez en France. En France, si vous recevez une chimiothérapie agressive, si vous êtes greffé d'organes, si vous avez reçu une greffe de cellules souches, si vous êtes insuffisant rénal chronique, si vous souffrez d'une maladie auto-immune sévère, si vous recevez du rituximab, eh bien, vous pouvez suivre et vous avez une bonne chance, après en avoir discuté avec votre généraliste ou votre spécialiste, de recevoir un de ces anticorps monoclonaux. De même, si vous êtes âgé de plus de 80 ans et que vous présentez une comorbidité sévère. Donc ici, nous ne rêvons pas, on peut espérer, mais il va certainement falloir que les cliniciens se mobilisent pour convaincre nos autorités pour que les patients belges du même type puissent bénéficier du même genre de traitement. Et pour vous, encore une fois, pour vous expliquer l'intérêt de ces traitements, je passe la parole à Jean-Christophe Goffard. Merci Michel pour cette présentation qui jette évidemment les bases de ce que je vais présenter et finalement de l'arrivée de ces game changers, parce que je pense que c'est réellement le cas, que sont les anticorps monoclonaux.
Alors, ce que je vais vous présenter provient essentiellement finalement des présentations qui ont eu lieu à la conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes. Non, le SARS-CoV-2 n'est pas un rétrovirus, mais il se retrouve que toute la recherche qui était focalisée sur le VIH s'est détournée un petit peu du VIH pour aller vers le SARS-CoV-2 dans ce temps de pandémie, et que la moitié finalement du congrès qui a eu lieu début mars était dédiée au SARS-CoV-2, à la fois des présentations fondamentales de virologie qui étaient particulièrement intéressantes sur la compréhension de la façon dont le virus modifie notre immunité et entraîne énormément de soucis dans les phases tardives de la maladie, mais également des breakthroughs en termes thérapeutiques. Alors, je ne vais pas être totalement complet. Il y a plus de 590 drogues qui sont en développement, il y a des programmes qui sont à différents stages, etc. Il y a des traitements qui ont déjà été admis pour les traitements d'urgence, etc. Mais il faut continuer à avancer parce que vous avez vu que tout ce qui a été présenté en termes de petites molécules, nous avons à peu près à chaque fois des courbes qui sont quasiment superposées, et j'espère vous remonter le moral tout de suite en vous montrant que des courbes peuvent vraiment se dissocier lorsqu'on utilise au bon moment le bon traitement. Alors, le dogme entre guillemets en vigueur pour l'instant est que dans les premières phases de la maladie, le virus joue un rôle important pour passer de la phase asymptomatique à une phase légère, modérée et puis sévère, alors qu'en fin de maladie, le virus jouerait un rôle moins important. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit exact. Finalement, les immunomodulateurs, pour l'instant, ont aussi montré leurs limites, et il est probable que des combinaisons soient importantes pour des phases pour lesquelles, finalement, l'avancée thérapeutique n'est pas si importante que ça, à savoir les phases où les patients sont hospitalisés ou hospitalisés aux soins intensifs, malheureusement. Il y a de multiples cibles qui sont intéressantes lorsqu'on s'intéresse à la virologie, et à chaque étape du cycle de réplication virale peut être visée, et il existe en effet des tas de molécules qui sont en développement pour ces différentes étapes-là, à savoir l'entrée du virus, mais même avant cette entrée, des anticorps neutralisants qui évidemment empêchent l'entrée en jouant sur la protéine spike, qui est la principale protéine qui permet de reconnaître le récepteur de l'entrée, la CE2 récepteur, et de pouvoir permettre la fusion finalement du virus avec la cellule. Vous avez des anticorps neutralisants, des inhibiteurs d'entrée, des inhibiteurs de fusion, et déjà les inhibiteurs de la polymérase, le remdesivir, dont l'effet n'a pas été non plus flambant. Il est utilisé à des degrés divers dans les différents hôpitaux belges, mais également de façon très différente entre une utilisation assez large aux États-Unis comparée à l'utilisation qu'on en fait en Europe. De nouveau, je pense, et des inhibiteurs de protéase également, qui sont en développement. J'y reviendrai peut-être si j'ai le temps de les couvrir. Alors, le remdesivir dont je vous ai parlé, on a tendance à se dire, voilà, quand une drogue est inefficace, on va peut-être un peu l'oublier ou pas. Je tiens toujours aussi à dire l'importance de garder à l'esprit la synergie qui peut exister évidemment entre les drogues. Si vous reprenez l'histoire de l'AZT, globalement, l'AZT, en fonction des doses à laquelle il était utilisé en monothérapie, etc., s'est retrouvé être une très très mauvaise drogue en monothérapie pour traiter nos patients infectés par le VIH, surtout quand il était utilisé à des doses beaucoup trop fortes. Mais par contre, ça a été une drogue totalement révolutionnaire finalement quand elle a été associée à d'autres traitements. Donc, de nouveau, des molécules qui montrent une absence d'effet antiviral ou un très faible effet peuvent finalement, lorsqu'elles sont combinées, potentiellement être intéressantes. Alors, les mêmes traitements auront des résultats qui pourront aussi être différents, et c'est là toute l'importance de bien analyser les études qui sont présentées, parce que nous avons une physiopathologie qui varie au cours du temps. Les antiviraux utiles au début
pour les formes légères et modérées, en tout cas c'est ce qu'on pense pour l'instant, et les immunomodulateurs quelque part entre les formes modérées à sévères. Le virus lui-même a énormément de protéines non structurelles qui vont interférer avec les mécanismes de défense et les mises en place de l'immunité innée, entre autres, mais également avec la transmission du signal induit par les différentes cytokines. Et la physiopathologie de cette interférence est de mieux en mieux connue. Alors venons-en au fait finalement, à ce qui nous intéresse le plus. Mais on va commencer carrément par le treatment as prevention, finalement le TASP que l'on connaît bien dans le VIH, que l'on connaît en traitant les personnes malades ou que l'on connaît sous forme de prophylaxie pré-exposition dans le cadre du VIH et qui sont tous les deux des game changers dans le domaine du VIH pour diminuer et courber l'épidémie d'un point de vue santé publique. Ici, on parle d'une pandémie et a-t-on réellement besoin de ce genre de traitement? Ben oui, vous le vivez tous dans vos hôpitaux. Un problème notamment énorme pour nos salles d'hospitalisation, c'est l'apparition de clusters nosocomiaux. Nous avons la chance d'être relativement épargnés pour l'instant, mais tous les hôpitaux peuvent y faire face à un moment ou l'autre et dès lors surcharger les lits à côté du problème finalement fondamental que représente l'éventuel décès de personnes déjà fragilisées, hospitalisées et exposées malencontreusement par une infection de leur voisin de chambre au SARS-CoV-2 et qui peuvent faire des complications sévérissimes. Alors, est-ce que nous avons une avancée? Mais oui, en réalité, l'étude BLAZE-2 a été présentée donc à cette CROI virtuelle dans une session SARS qui avait comme sujet toutes les nouvelles armes contre le SARS-CoV-2. Cette étude se met en place toute une logistique pour que des unités mobiles de traitement, donc une caravane, se déplacent vers les homes, les homes de personnes âgées, où un cas se déclare. Un cas se déclare aux États-Unis, la caravane part sur le site, dépiste d'emblée tous les résidents et le staff qui acceptent de participer à l'étude clinique et les inclut dans l'étude avant même d'avoir les résultats de PCR et de sérologie réalisés chez les résidents et le staff de ces maisons de repos. Ils vont analyser les cas négatifs, le cas Covid-19 prouvé par une PCR positive qui se développe dans les 8 semaines ou la positivité simplement de la PCR dans les 4 semaines. Il s'agit d'une dose unique de bamlanivimab, qui est le traitement développé par Eli Lilly, qui est randomisé à un patient pour c'est un traitement qui est donné en intraveineux, donc vous imaginez évidemment la logistique que cela demande. Ils ont donc regardé la population, d'une part complète, qui recevait soit le traitement, soit le placebo. Vous voyez qu'il y a à peu près 30% de personnes âgées de plus de 65 ans. C'est normal, sur les 480 patients, vous avez le staff qui est évidemment jeune par rapport aux résidents. Par contre, quand vous voyez les résidents, vous êtes à peu près à 78% de personnes qui ont plus de 65 ans. Il y a un nombre plus important parmi les résidents de femmes, mais c'est encore plus vrai parmi le staff. Donc, vous voyez que les soins aux personnes âgées restent des métiers qui sont encore très, très féminins aux États-Unis. L'importance est également de voir la proportion de gens en excès de poids. Ici, je n'ai malheureusement que la médiane du BMI qui est relativement élevée, comme vous voyez déjà à 29 dans les différents groupes, mais assez bien balancée. Les facteurs de risque classiques de progression vers un Covid sévère, à savoir au moins un des facteurs de risque tels que l'obésité, les maladies respiratoires chroniques, l'insuffisance rénale chronique, l'hypertension,
étaient également balancés dans les différents groupes. Vous voyez que 100% finalement des résidents étaient finalement à haut risque, d'une part avec le risque principal que représente l'âge, mais également la plupart des gens qui n'avaient pas plus de 65 ans étaient également fortement comorbides, expliquant leur institutionnalisation. Alors, vous voyez que les courbes sont extrêmement différentes de ce qu'Elie vous a montré par rapport aux petites molécules. Et lorsqu'on regarde le risque de développer une infection respiratoire, donc une pneumonie à coronavirus, le Covid-19, vous voyez qu'il y a une réduction de près de 80% du risque dans ce contexte-là. Lorsque vous recevez finalement du bamlanivimab de façon immédiate. Il y a par ailleurs dans le groupe des résidents 4 décès sur les 139 personnes traitées, alors que 4 décès par contre dans le groupe placebo, alors qu'il n'y en a aucun dans le groupe traité. Lorsqu'on regarde l'ensemble de la population à haut risque, résidents et staff, il y a 70% de diminution du risque de Covid-19 chez ces patients qui ont ces facteurs de risque-là, plus de 65 ans, avec les différents facteurs dont je vous ai parlé. Bref, un effet déjà intéressant, mais avec une logistique tout à fait particulière d'injection en monothérapie d'un anticorps monoclonal donné avant même d'avoir le résultat de la PCR pour éviter l'outbreak de cas dans un milieu à haut risque. Par ailleurs, les personnes qui infectées, on voit exactement la même chose, mais ce qui est très intéressant également, c'est que les personnes qui s'infectent auront une charge virale qui sera également plus basse, ayant potentiellement du coup un effet sur des transmissions secondaires, y compris chez les personnes qui étaient infectées avant le dépistage ou éventuellement qui s'infecteraient malgré le traitement. Y a-t-il eu d'autres études de ce type? Oui, là on parle des anticorps de Regeneron, du cocktail casirivimab, imdevimab, on va s'habituer à prononcer ces noms imprononçables, dans la prévention, mais là tout l'intérêt c'est une injection sous-cutanée d'une seule dose de 1,2 g du cocktail de ces deux anticorps. Et là, on s'intéresse à une population d'adultes et d'enfants qui sont des contacts asymptomatiques au sein d'un ménage. En gros, on propose à des personnes où un cas s'est déclaré de traiter l'ensemble de la maisonnée avec cette injection sous-cutanée. Ils doivent être randomisés maximum à 96 heures du cas index. Et là aussi, on considère deux cohortes, ceux qui auront une PCR positive à la baseline et ceux qui ont une PCR négative à la baseline pour les analyses de l'outcome, à savoir les infections à SARS-CoV-2 prouvées, asymptomatiques et symptomatiques. Là aussi, présenté par Dr O'Brien à la CROI du mois de mars. Les caractéristiques des patients, mais là on est dans un autre type de population. Vous voyez que l'âge médian, on est dans une population qui est beaucoup plus jeune, avec une proportion de nouveau des BMI qui sont assez élevés. Nous sommes aux États-Unis malgré tout, et donc on garde une obésité importante. Là aussi, les résultats sont assez impressionnants. 100% de prévention des cas symptomatiques à 29 jours post-inclusion du patient, avec l'injection sous-cutanée de 1,2 g du cocktail de Regeneron. Et par ailleurs, évidemment, aussi une prévention des charges virales élevées, vu qu'il n'y a aucun cas qui se retrouve avec des charges élevées contre 13 patients sur 212 avec des charges élevées dans le groupe placebo. Donc, il n'y a aucun cas dans le groupe traité par Regeneron. Et on peut, lorsque l'on regarde la prévention des infections, donc asymptomatiques
et symptomatiques, ou symptomatiques plutôt, là, vous voyez également une diminution de près de 50% des cas dans le groupe qui aura été traité en sous-cutané. Administration, évidemment, nettement plus facile et à voir, évidemment, nous sommes dans une population particulière avec des facteurs de risque beaucoup moins grands que ce que l'on peut voir dans les études précédentes. Bref, en résumé, ce cocktail en sous-cutané prévient 100% des infections symptomatiques, réduit par ailleurs la charge virale de façon importante, réduit les infections de 50% et diminue en plus, et ça je ne vous ai pas montré les données, mais la durée de la détection virale, et donc est particulièrement utile, très certainement, en termes de prévention secondaire. Ok, mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'on est un petit peu désespéré, évidemment, par rapport aux patients symptomatiques et que l'on voit arriver dans nos hôpitaux et se dégrader rapidement. Est-ce que l'on a quelque chose? Alors, vous avez sûrement vu passer ce premier article avec un des anticorps de Eli Lilly, qui était le bamlanivimab, chez des patients en ambulatoire également, mais en monothérapie, avec des résultats où on voyait qu'il y avait un petit peu moins d'hospitalisation, il y avait un peu moins de symptômes que ceux qui recevaient le placebo, et évidemment des effets d'autant plus prononcés que les patients étaient à haut risque de Covid-19. Ça n'était pas non plus totalement révolutionnaire. Alors ici, une bithérapie, et là aussi, je reprends ce que l'on connaît déjà depuis un certain temps dans le domaine du VIH, très clairement pour les anticorps largement neutralisants, donc qui sont encore un peu différents de ceux-ci que l'on utilise dans le VIH. Il est très clair que quand on associe des anticorps qui visent des épitopes conservés du VIH, on obtient une efficacité nettement plus grande en termes à la fois de traitement, mais également potentiellement de prévention du VIH. Bien ici, c'est un petit peu la même chose, mais en combinant des anticorps, ici le bamlanivimab et l'étésivimab, je ne parviendrai jamais à le prononcer, chez des patients qui sont ici sélectionnés parce qu'à haut risque de Covid-19, on va voir l'importance des effets. Ici, les patients ont été sélectionnés parce qu'ils présentent un Covid-19 léger à modéré dans les 3 jours d'un test positif pour le SARS-CoV-2. Donc, très précocement, ils sont malades depuis très peu de temps. Nous savons en salle qu'un nombre important de ces patients qui ont des facteurs de risque, les mêmes que j'ai repris, avec ici peut-être un intérêt particulier pour la drépanocytose, et je disais ici à côté de la grossesse, magnifique, oui, la grossesse. Vous savez à quel point souvent les femmes enceintes sont exclues d'énormément d'essais thérapeutiques, à tel point qu'on leur donne parfois des médicaments un peu old-fashioned parce qu'elles n'ont pas été incluses dans des essais thérapeutiques. Ici, c'était le cas. Le bamlanivimab provient d'un patient américain et l'étésivimab provient d'un patient chinois. Chacun était dosé à 2,8 grammes pour une population totale de 518 patients dans le bras traité, 517 patients dans le bras placebo. Les caractéristiques des patients, vous avez des patients balancés avec une moitié de femmes et une moitié d'hommes dans les 2 bras, des patients qui, pour 30%, avaient plus de 65 ans, c'est pas énorme, c'est pas une population très âgée, et la plupart ont un Covid qui est plutôt léger, les 3/4 ont un Covid léger au moment de l'inclusion. Vous voyez par contre ici que le BMI moyen est de 33 et 34 dans le bras traité, donc des patients qui sont fortement obèses. On nous donne ici la valeur du CT, mais qui évidemment ne vous dira pas grand-chose, étant donné que cette valeur du CT peut varier fortement en fonction de la technique qui est utilisée, des sondes qui sont amplifiées, enfin des cibles qui sont amplifiées et du nombre de cibles amplifiées, évidemment, qui vous donne des cycles plus ou moins précoces. Mais vous voyez que, en tout cas, en utilisant la même technique, ces bras sont balancés en termes de charge virale.
L'outcome primaire, c'est également un outcome composite d'hospitalisation et de décès, toutes causes confondues. Et là aussi, vous voyez ce que l'on s'attend à voir dans ce type de population, c'est-à-dire un taux d'hospitalisation et de décès d'à peu près 7% dans le bras placebo, avec 36 événements sur les 517 patients, et une réduction drastique où on arrive seulement à 2% de patients hospitalisés ou décédés sur les 511 patients, donc sur les 518 dans le bras traité, avec des courbes qui se dissocient beaucoup plus clairement que tout ce que l'on a vu jusqu'à présent dans les différentes études qui ont été présentées. Les causes de décès, les décès, vous verrez, toutes causes confondues, 10 dans le bras placebo, 0 dans le bras traité, ce qui est également une chose assez impressionnante. Chez les personnes qui s'infectent, il y a également une réduction de la durée des symptômes et également une réduction de la charge virale estimée dans cette étude, avec donc également potentiellement un effet intéressant de ce point de vue-là. En conclusion, en tout cas par rapport aux anticorps monoclonaux, je pense que c'est une avancée thérapeutique qui est majeure en termes de prévention et de traitement des formes légères à modérées du Covid-19, mais que ça va nécessiter un défi logistique majeur également, à la fois toute la production industrielle dont a parlé Michel et qui est évidemment et sera un facteur limitant. Il faut savoir que le pipeline est large, il y a plein d'anticorps monoclonaux qui peuvent être développés. Il y a des trajets de soins qui vont devoir être inventés, une interaction avec la première ligne, avec les médecins traitants et une possibilité d'administration rapidement en intraveineux chez des patients nouvellement diagnostiqués et à risque d'évoluer vers des complications. Il faudra avoir un prix abordable, réaliste par rapport aux coûts de production et à la diminution de ces coûts de production qui a été drastique avec l'augmentation du rendement de la production des anticorps monoclonaux ces dernières années. Il faut évidemment continuer à la recherche pour les patients avancés, qui restent des patients pour lesquels nous restons totalement démunis et pour lesquels peu d'études ont été probantes jusqu'à présent, en dehors de la dexaméthasone redonnée relativement précocement. Comme l'a dit Michel, c'est un pont vers la vaccination et c'est peut-être même aussi un des seuls moyens de pouvoir commencer et ne pas perdre de temps. On pourrait même se poser la question de prophylaxie des immunodéprimés qui ne répondront pas au vaccin ou qui n'ont pas répondu au vaccin et en tout cas de prophylaxie secondaire sans le moindre doute. Alors, je peux peut-être encore vous montrer une petite dia, parce qu'évidemment, lorsqu'on parle d'anticorps monoclonaux et d'anticorps neutralisants, viendra la question des variants et de la poursuite de l'efficacité. Comme l'a dit Michel, il faut aller plus loin que ça et énormément d'études essayent de développer des anticorps qui se dirigeront sur des épitopes qui sont conservés suffisamment largement neutralisants que pour non seulement agir sur des SARS-CoV humains circulant à l'heure actuelle, mais il y avait également une présentation magnifique, mais extrêmement fondamentale, sur la possibilité d'avoir des anticorps largement neutralisants et qui pourraient neutraliser les futurs SARS-CoV-3, SARS-CoV-4, à savoir les futurs sauts d'espèces potentiels venant de la chauve-souris ou d'autres coronavirus qui sont endémiques chez les animaux. Je ne vous parlerai pas en détail des molécules qui inhibent les protéases, mais qui sont en cours de développement, si ce n'est pour vous dire que ça n'est pas parce qu'on joue sur le virus qu'on ne joue pas sur les immunomodulateurs. En réalité, ce bel article qui essaye de voir parmi toutes les protéines non structurelles, NSP1, NSP2, etc.,
qui sont d'une part des protéases, mais également des protéines qui sont importantes pour échapper aux facteurs de restriction humains contre le SARS-CoV-2, mais vous voyez que presque chacune de ces protéines non structurelles peut avoir un effet non seulement sur la production d'interférons, de médiateurs inflammatoires, mais également sur la transmission du signal par des cytokines. Et notamment, je mets uniquement parce que je trouvais l'image extrêmement belle, mais une des manières dont fonctionne la protéine NSP1 virale, elle se met carrément dans la rigole dans laquelle doit se mettre l'ARN messager de nos cellules pour empêcher la transcription de l'ARN messager des cellules et avoir une priorité donnée aux ARN messagers provenant du virus SARS-CoV-2, diminuant en fait toutes les réponses dépendant de la transcription de gènes activés par le système inflammatoire. Donc oui, continuer à chercher des antiviraux, c'est aussi probablement trouver des cibles contre cette modulation de l'immunité. Et donc, je vais m'arrêter là pour laisser la place au débat. Hops. Voilà. Merci Jean-Christophe. Peut-être avant de relayer les questions des membres présents, je recède la parole à Michel qui avait quelques éléments complémentaires à ajouter. Michel? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Peut-être en mode présentation pour le PowerPoint. Oui. Donc, je voudrais juste apporter un élément d'information tout à fait récent qui va dans la ligne de ce que Jean-Christophe vient de vous dire. Malheureusement, c'est une mauvaise habitude de plusieurs firmes pharmaceutiques. Ce n'est pas un article, même pas un préprint, c'est un press release, mais il me semble important de le mentionner puisque vous voyez que GSK vient d'annoncer qu'il arrêtait un essai clinique, pas parce qu'il n'a pas réussi à enrôler suffisamment de patients ou parce que les données ne sont pas positives, juste l'inverse. Elles sont tellement positives que le board qui suit cette étude a recommandé de l'arrêter. Et comme vous le voyez, effectivement, dans cette étude, c'est 85% de réduction dans l'hospitalisation ou le décès chez les patients qui reçoivent un anticorps dont on n'a pas encore parlé, mais j'imagine que les publications vont arriver. Je connais bien le chercheur qui l'a développé, c'est un chercheur suisse qui malheureusement maintenant est parti aux États-Unis. Et donc, cet anticorps est très prometteur. Et je crois que ce qui est particulièrement prometteur, c'est l'essai suivant avec l'anticorps dont vous a parlé Jean-Christophe, cet anticorps d'Eli Lilly, puisque l'essai suivant va combiner cet anticorps d'Eli Lilly avec l'anticorps de GSK dont je viens de vous parler. Donc là, on peut vraiment s'attendre à des résultats très impressionnants. Je voudrais juste rajouter aussi dans la foulée de ce qu'il a dit et aussi j'ai vu une question dans le chat, il y a une nouvelle génération qui arrive, on peut l'appeler la génération 2.0 des anticorps, qui vont, disons, avoir une sécurité augmentée, où on pourra effectivement, disons, être assuré quant au risque d'aggravation lié à ce mécanisme que je vous ai décrit. Aussi, disons, une nouvelle génération qui aura une durée d'action plus longue, très longue, probablement plusieurs mois, et une nouvelle génération qui devrait être active sur les différents variants. Et dans cette nouvelle génération, je voudrais insister sur un type d'anticorps qui sont les nano-anticorps qui ont été développés à partir de la structure des anticorps de l'AMA. J'ai vu que Brigitte Velkenir, c'était avec nous et je pense que la VUB peut être très fière d'avoir été à l'origine de la découverte du potentiel de ces anticorps
qui ont différentes propriétés qui permettent effectivement de développer une forme réduite d'anticorps très efficace, plus simple à produire, qui pénètre mieux dans les tissus et qui pourrait être administré par d'autres voies, que ce soit la voie sous-cutanée ou même sous forme d'aérosol. Tout ça est à l'étude et ils sont aussi une forme d'anticorps monoclonal plus aisée à produire. Alors, le point sur lequel je voudrais insister, c'est un cocorico belge, puisque au départ d'une équipe gantoise du VIB, un de ces nano-anticorps anti-SARS-CoV-2 est aujourd'hui en développement industriel. Je pense que les premiers essais cliniques devraient démarrer cette année et la société spin-off qui a été créée au départ du VIB s'appelait Exevir Bio et je pense que vous en entendrez parler dans les mois qui viennent. Voilà, je m'arrête là. Bien, merci Michel pour ces éléments complémentaires intéressants. Donc, il y a une série de questions que je vais relayer. Tu as déjà, je pense, répondu à certaines d'entre elles. Dominique Bron posait une question, alors c'était à la fois pour toi ou pour Jean-Christophe. On est impressionné effectivement par l'effet de ces anticorps dans SARS-CoV-2. Comment se fait-il que c'est si efficace avec ce virus-là et que les différentes tentatives par rapport à d'autres virus, et bon, Dominique faisait allusion au CMV, à l'EBV, etc., n'ont pas donné un succès aussi équivalent? Jean-Christophe, Michel? Le son, JC, tu dois remettre ton micro. Oui, donc il y a plusieurs choses. Je pense que ce qui est vraiment important de voir ici, c'est le timing auquel on donne aussi. On est vraiment au tout début de l'infection. On est avec donc des charges virales qui sont potentiellement encore en début de production, peut-être de cellules encore infectées, etc. Quand on est dans le BV ou du CMV, on est déjà dans des infections chroniques latentes avec des réactivations qui sont présentes. C'est sans doute des choses qui sont assez différentes et des physiopathologies qui sont différentes. Et puis, il faut voir ce qu'on veut dire par anticorps neutralisant aussi. Je ne connais pas le détail de la littérature des anticorps contre le BV, le CMV, etc. Mais très clairement, un anticorps n'est pas égal à un autre anticorps. Ce n'est pas parce qu'il y a une réaction avec le virus que pour autant il est neutralisant. Et ça, c'est important de le savoir. C'est important aussi de voir quels épitopes sont reconnus, quelle est la variabilité de ces épitopes. Est-ce qu'ils sont conservés, pas conservés, et ainsi de suite. Un virus n'est pas jamais un seul virus qui circule, mais parfois de nombreux virus avec des spécificités différentes. Oui, juste pour compléter, bon, d'abord, j'avais suggéré à Dominique de contacter Arnaud Marchand, qui, à mon avis, pourra donner une réponse plus précise, notamment par rapport à ses travaux sur le CMV. Mais je pense qu'un des points essentiels qui s'applique à la fois au coronavirus dont on parle et au RSV, c'est que l'on connaît très bien la clé qui permet au virus de rentrer dans la cellule. Et donc, on peut développer des anticorps monoclonaux qui ciblent de façon très spécifique. Dans le cas du SARS-CoV-2, c'est la spike protéine, mais au sein de la spike, on sait très bien quel est le domaine qui permet de se lier au récepteur AS2. Et au sein même de ce récepteur, enfin de ce domaine RBD, on sait quels sont les épitopes importants à cibler, et donc ça permet évidemment là de développer des anticorps monoclonaux particulièrement efficaces. Je pense que c'est une partie en tout cas de l'explication, c'est de pouvoir identifier, bon, j'ai pas eu le temps de passer ça en vue, mais il y a des travaux vraiment passionnants de biologie structurale qui identifient les épitopes qui doivent être ciblés par les monoclonaux pour neutraliser de la façon la plus efficace possible le virus. Oui, merci Michel. C'était aussi une question que j'avais en tête par rapport à l'intérêt du cocktail d'anticorps. Et donc, j'imagine que chacun de ces anticorps a une cible plus spécifique dont la combinaison renforce l'activité.
Ça, c'est une question très importante parce qu'il faut savoir que jusqu'à récemment, et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore de la réticence, y compris parmi certains de nos collègues. Une des réticences étant que ce type de traitement pourrait en fait favoriser l'apparition de variants résistants à la fois aux anticorps et éventuellement, disons en parallèle, aux vaccins. Et donc ça, c'est un vrai souci. C'est la raison pour laquelle Regeneron d'emblée a proposé un cocktail d'anticorps de telle manière à ce que si une mutation devait permettre au virus d'échapper à un des anticorps, eh bien l'autre resterait actif. Donc ça, c'est la stratégie des cocktails et c'est pas par hasard qu'Eli Lilly et GSK, qui sont quand même des concurrents terribles sur le marché de la pharma, se sont dit sur ce coup-là, mettons-nous ensemble parce qu'ils savent le bénéfice que chacun va pouvoir en tirer pour effectivement essayer d'éviter au maximum cet inconvénient. Ceci dit, et c'est ce à quoi j'ai essayé de faire allusion, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais donc aujourd'hui, il y a des études. Plusieurs sont publiés dans Science qui identifient les épitopes qui sont conservés au cours des mutations successives et l'avenir est sans doute effectivement au développement de monoclonaux qui ciblent ces régions très spécifiques. Mais c'est une très bonne question et je suis sûr que lorsque ces anticorps, certains d'entre eux, seront approuvés par l'Agence européenne du médicament, je suis sûr qu'il y aura des collègues, comme il y en a eu en France, qui vont émettre certaines réticences, qu'on peut d'ailleurs comprendre. Je pense quand même que les résultats qui ont été présentés par Jean-Christophe et ceux qui arrivent devraient quand même, j'espère, convaincre qu'il y a une place pour ces nouveaux antiviraux. Je me suis permis de projeter cette dia justement pour le côté structurel et qui montre les différentes classes d'anticorps monoclonaux développés qui ciblent en effet les épitopes différents, mais vous voyez que l'association entre les firmes n'est sans doute pas du tout anodin parce qu'évidemment, on va prendre des épitopes et des anticorps qui visent plutôt d'autres cibles de la spike et qui interféreront en fonction d'ailleurs de la conformation de votre spike qui change en fonction de l'interaction avec la CE2, mais aussi de façon stochastique, dans des conformations avec deux parties binding domain qui peuvent être vers le haut ou vers le bas, et des anticorps qui peuvent agir plus ou moins efficacement en fonction des conformations différentes. C'est vraiment tout un travail aussi qui est incroyable parce que de par la vitesse à laquelle tout ça a été réalisé, qui a été présenté dans Cell. Alors, bon, il y avait également des commentaires, questions par rapport à la durée de l'efficacité. Michel en a parlé avec les anticorps de nouvelle génération qui pourraient fonctionner pendant plusieurs mois. Je me faisais la réflexion que, indépendamment des études qui ont été faites pour montrer leur efficacité en intervenant très rapidement sur les patients, ne pourrait-on pas imaginer que pour des patients très sévèrement immunodéprimés, et je pense que c'est Michel qui avait fait référence au rituximab, et c'est clair que la vaccination chez des patients sous rituximab, ça va probablement pas être extraordinaire comme efficacité, mais donc est-ce qu'on pourrait pas imaginer dans des conditions où le virus circule encore beaucoup, que l'on fasse un traitement avec une réinjection régulière d'anticorps dans une population de patients bien identifiés, et donc d'avoir tous les 3 mois l'injection d'anticorps, comme on pourrait faire avec des immunoglobulines chez des patients immunodéprimés. Qu'est-ce que… Disons, je vais prendre cette question-là. Peut-être, je pense qu'on peut l'imaginer. On peut imaginer évidemment beaucoup de choses. Je pense quand même qu'il faut être prudent de déjà envisager la répétition de l'injection d'anticorps. Autant je pense que la répétition des vaccins, c'est quelque chose à quoi on doit vraiment se préparer. La répétition des injections d'anticorps peut quand même avoir toute une série d'inconvénients, même si ce sont des anticorps humanisés. Il y a quand même des immunisations que l'on peut
craindre, bon, des immunisations antibiotypiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que, bon, il faudra voir, ce n'est pas exclu, mais disons que ce n'est pas une stratégie que j'envisagerais en première intention. Si tu me permets, je voudrais prendre une question de Corinne Petitjean que je trouve très adéquate. Oui, je t'en prie. Bon, en gros, elle dit, OK, bon, tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les formes retardées qui font peut-être intervenir des phénomènes auto-immuns? Je pense que c'est une excellente question que je voudrais placer dans un contexte plus général qui est celui du Covid long. Donc, je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, vous allez voir apparaître de plus en plus, ça commence, mais le NIH fait un effort énorme aux États-Unis pour comprendre ce qui se passe à long terme. Et il y a un travail très récent qui montre que les complications à long terme, c'est pas seulement les séquelles de l'infection aiguë, séquelles pulmonaires, ce sont les premières auxquelles on pense. Il y a un travail récent qui montre que l'insuffisance rénale chronique suite à l'insuffisance rénale aiguë, c'est aussi quelque chose qui est préoccupant. Mais au-delà de ça, il y a un travail récent qui montre que chez des gens qualifiés de Covid long, qui ont toute une série de symptômes, hein, on va se retrouver dans des pathologies que l'on connaît, vraies ou fausses. Je pense aux complications à long terme de la maladie de Lyme, on verra bien. Mais en tout cas, je pense qu'on va en savoir plus et qu'on pourrait avoir des surprises sur des effets à long terme qui pourraient effectivement être liés à des réactions auto-immunes comme suggéré par la personne qui pose la question. Ma réponse à ça, elle est claire. C'est la raison pour laquelle il faut vacciner. Il faudra vacciner aussi les sujets qui aujourd'hui se sentent protégés. Et vous le savez, Jean-Christophe et d'autres peuvent faire les commentaires. Je crois que vous voyez de plus en plus de gens plus jeunes, y compris dans les unités de soins intensifs. Alors, ils ont certainement des facteurs de comorbidité, mais moi, je parie, je crois qu'on est dans une audience médicale ici, donc je ne souhaite pas faire peur au grand public, mais il faut savoir qu'à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, il y a une unité de soins intensifs pédiatriques Covid qui vient d'être ouverte. Donc, moi, je prévois qu'effectivement, on va voir dans l'avenir que personne n'est vraiment complètement à l'abri. Et je prends souvent cet exemple du vaccin anti-méningo, en particulier anti-méningo B, hein, qu'on donne quand même assez largement pour une complication qui est exceptionnelle. Je pense qu'on va peut-être petit à petit réfléchir à vacciner effectivement des gens plus jeunes. Aux États-Unis, c'est parti, hein, les essais cliniques sont en cours chez des enfants, même chez de très jeunes enfants. Et je pense qu'un des arguments, je saute un peu du coq à l'âne, mais quand même, je pense qu'un des arguments, c'est celui-là, qu'on va devoir apprendre les conséquences à long terme. Je pense que je l'ai déjà dit, mais j'ai été très frappé par le fait que chez des individus taxés de Covid long, dans 30% des cas, le Covid initial était un Covid asymptomatique. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, en effet, sur ce qui se passe à long terme et en particulier, peut-être bien lié à des réponses auto-immunes. Oui, je voudrais peut-être juste un petit peu. Donc, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Michel. Mais néanmoins, je pense que le caractère anxiogène de toute cette épidémie va générer des Covid longs, je dirais pas des faux Covid longs comme tu l'as dit, mais des troubles multisomatoformes comme on le connaît. Et c'est ce qui va faire la difficulté d'ailleurs d'identifier ces patients par rapport à d'autres. Et on le voit déjà maintenant. Enfin, j'ai quelques cas d'une patiente qui est persuadée d'avoir le Covid, mais elle a été testée négative, elle n'a pas d'anticorps, elle dit, mais vous savez, docteur, tout le monde ne fait pas d'anticorps, et j'ai mal ici, j'ai mal là, etc. Donc, il y aura une certaine proportion de patients qui devront être pris en charge, non pas uniquement sur le versant auto-immun, mais sur le versant psy. Alors, il y avait deux questions qui tournaient autour des essais éventuels au-delà de la prophylaxie chez des patients hospitalisés. Il y avait déjà une réponse de Brigitte Velkenis qui faisait référence à un article récent dans New England où il y avait cette association anticorps monoclonal remdesivir chez des patients hospitalisés où la réponse était négative. Je pense qu'avec tout ce qui a été dit,
et en particulier avec les deux phases virales et inflammatoires, bon, on n'a pas l'impression que l'efficacité, en tout cas, de ces anticorps monoclonaux durant une maladie déjà en cours sera aussi évidente que celle qu'on a montrée ici. Autrement dit, est-ce que tu penses qu'il y a quand même la place, dans certains cas, pour administrer des anticorps monoclonaux chez des patients hospitalisés qui sont en train de mal tourner? Je ne pense pas pour l'instant qu'on puisse avoir des arguments hors essais cliniques qui nous permettent de dire qu'on va utiliser chez les patients hospitalisés des anticorps monoclonaux. Est-ce qu'on doit pour autant conclure, parce qu'ici l'étude à laquelle Brigitte Valkeniers fait référence, c'est une association d'un seul anticorps, le bamlanivimab, avec le remdesivir, et c'est en effet une étude qui est négative. On est parfois étonné, je ne jetterai pas trop vite tout à la poubelle. Je crois qu'il y a des études qui sont en cours encore chez les patients hospitalisés. Le timing est important, évidemment, parce que hospitalisé ne veut rien dire en tant que tel. Vous pouvez très bien être hospitalisé pour une autre comorbidité ou qui fait qu'on vous hospitalise et vous avez le Covid. Donc, il faut quand même essayer aussi de se dire que parmi certains de nos patients hospitalisés, certains pourront en bénéficier. Mais ceux qui sont sous oxygène ou autres n'ont pas l'air pour l'instant de bénéficier. Il faut attendre le résultat d'autres études cliniques qui sont en cours avec d'éventuels cocktails ou en synergie avec des antiviraux tels que des inhibiteurs de protéase qui pourraient être intéressants pour restaurer une réponse immunitaire correcte également. Ce que ne font pas les anticorps monoclonaux, par exemple. Alors, Michel, je voudrais poser une question pratique qu'on n'a pas directement abordée. C'est la réalité de ce type de traitement en Belgique. Quand on regarde au cours, je pense, des 30 dernières années, le classement progressif ou le déclassement progressif de la Belgique au niveau de la qualité de la médecine, essentiellement sur les difficultés à rembourser des médicaments, en particulier des médicaments chers. Et donc, ça va coûter combien? Est-ce que tu crois qu'on peut être raisonnablement optimiste sur le remboursement de ces médicaments dans notre pauvre pays? Michel, c'est pour toi. Ah, ton micro, Michel. Michel. Oui, voilà. Okay. On a quelques indications sur le coût de ces traitements. Donc, bon, ça va varier d'un anticorps à l'autre. En plus, vous savez qu'en Belgique, ce type de traitement, le coût n'est pas toujours parfaitement transparent. Enfin, il semble qu'Eli Lilly ait déjà communiqué certains prix. Ça va tourner, je pense, entre 1 000 et 2 000 euros l'injection. Donc, je crois qu'il faudra effectivement, il y a deux choses. Un, il faudra bien montrer le bénéfice, les économies, les bénéfices évidemment en termes de santé, mais aussi en termes économiques. Je pense que la prévention des hospitalisations, évidemment, c'est quelque chose qui peut être calculé. Donc ça, c'est un point sur lequel il faudra travailler. Je pense que ce qui sera essentiel, et c'est pour ça que, bon, j'ai commencé à lancer quelques initiatives, c'est que celles et ceux qui ont en charge ces patients, les associations de patients elles-mêmes se mobilisent. Et bon, comme je l'ai déjà expliqué, the time is now. Parce que, bon, lorsque l'IME donnera sa décision, il faudra très vite que les autorités gouvernementales se prononcent. Et je pense que c'est de notre responsabilité à toutes et tous de communiquer, d'expliquer tout ce qui se passe, les résultats qui sont obtenus, ce qui se passe en Italie, ou qui aussi, ils ont aussi pris la décision de les commander, en France, en Allemagne. Nous essayons de plaider auprès de la Commission européenne pour que finalement, on envisage même des précommandes d'anticorps. On a bien fait des précommandes de vaccins avec un succès évidemment limité. Mais bon, le risque évidemment, c'est qu'on se retrouve
avec effectivement des traitements éventuellement même qu'on est prêt à payer, mais auxquels on n'a pas accès. Donc, il y a effectivement là, disons, des actions qui sont importantes. Voilà, moi, je veux rester optimiste. Je pense que, par les premiers contacts que j'ai, je pense que si on argumente bien, on devrait y arriver, en étant évidemment très sélectif. Je crois qu'il faut bien expliquer, et c'est ça toute la difficulté. J'avais une slide que tu connais là qui sort de The Economist. Une des difficultés, c'est comment est-ce que lorsqu'on fait le diagnostic de Covid, on peut identifier celui ou celle qui évoluera mal. Alors bon, il y a des choses qui sont évidentes, mais je crois que voilà, je vais peut-être essayer de partager cette slide si je peux, parce que je trouve que si j'y arrive, non, je ne la vois pas, je ne sais pas pourquoi. Tant pis. Mais donc, je pense qu'on devrait aller vers, disons, le développement de scores. Bon, peut-être utiliser l'intelligence artificielle, des algorithmes, bon, et qu'on aille plus loin de se dire il est vieux, il est obèse, diabétique, et donc il a droit à l'anticorps. Je pense qu'il y a moyen de raffiner des choses. Je pense que Jean-Christophe n'en a pas parlé, mais je crois qu'il est impliqué dans des études sur des facteurs de risque génétiques. Je voudrais rajouter, puisqu'on a beaucoup discuté d'immunologie aujourd'hui, que certains individus qui produisent naturellement des anticorps anti-interférons de type 1 semblent prédisposés aux formes les plus sévères. Donc tout ça pour dire qu'il y a toute une série de paramètres qui pourraient être effectivement incorporés dans des algorithmes pour faire en sorte qu'on ne donne ces anticorps coûteux qu'à celles et ceux pour lesquels on a de très bonnes raisons de penser que leur Covid va évoluer mal. Pour rebondir sur ce que Michel disait, c'est assez amusant parce qu'une des présentations était comment mettre de la génomique finalement au service de la prédiction et comment le mettre en temps réel. C'est-à-dire, je vais pouvoir analyser mon patient et avoir les résultats suffisamment rapidement pour lui dire qu'il est porteur de tel ou tel allèle qui le met à risque de développer un Covid sévère et de rajouter ça aux différents biomarqueurs pour avoir des scores qui soient suffisamment prédictifs du risque de complications graves et réduire le nombre de personnes à traiter avec un traitement qui sera d'office limité en termes de quantité. Les précommandes, il ne faut pas hésiter à les faire. De nouveau, il y a eu on a dit, c'est un scandale, la Belgique a précommandé du Remdesivir ou précommandé des vaccins. Ça ne représente rien en termes de budget de soins de santé à un moment donné d'avoir ce type de précommande. Donc, je pense que le moment, il est là et on perd déjà énormément de temps en ne réfléchissant même pas au trajet de soins. Et ça, c'est quelque chose qui doit être envisagé. On doit mettre en place une task force dès maintenant, même si les médicaments ne sont pas encore disponibles en Belgique. La France a déjà son trajet de soins, comme l'a montré Michel. Ça n'est pas normal que nous n'en ayons pas. Et on doit y réfléchir et donc faire un appel aux politiques et une pression certaine sur nos autorités par rapport à tout ça. Merci Jean-Christophe. Oui, Michel, tu avais montré, effectivement, tu avais retrouvé cette dia qui est effectivement très intéressante au plan de la stratification du risque. Tu veux la commenter? Non, mais vas-y, hein, parce qu'elle a redisparu là maintenant. Non, mais vas-y, non, je pense que c'est important que… Oui, mais donc je trouvais cette dia effectivement intéressante parce que sur l'axe des X, on voit l'âge et finalement sur l'axe des Y, on voit les différents niveaux de risque, à la fois d'hospitalisation, c'est la partie grise, et de risque de décès. On retrouve les différents facteurs de risque que l'on connaît, mais qui sont remis finalement, on les voit individuellement et la zone globale grise correspond à ces risques. Alors, on voit ce qu'on sait déjà également, c'est l'augmentation avec
avec l'âge. Et c'est vrai que sur une telle DIA, on pourrait fixer des conditions d'administration de ces anticorps en fonction d'un niveau de risque qui pourrait le justifier. Bien, mais je pense que, je ne sais pas si on a vraiment fait le tour, mais je ne pense pas qu'il reste en tout cas des questions dans le chat auxquelles on n'ait pas répondu, sauf si vous en avez vu l'une ou l'autre. Michel, Jean-Christophe. Ah oui, il y avait un commentaire de Frédéric Van der Geyn sur le coût en Allemagne qui tournerait autour de 2 000 €. Mais donc voilà, donc c'est un peu l'ordre de grandeur que Michel avait proposé. Bien, ben, je pense qu'on peut clôturer en tout cas cette séance riche. Merci à Michel et à Jean-Christophe d'avoir répondu positivement à l'invitation et aux différents participants. En voyant le commentaire que tu as fait sur les anticorps de Lama, je rappelle quand même que le Lama et la Belgique, il y a quand même une histoire plus ancienne, hein, donc c'est dans Tintin, vous vous souvenez, le capitaine Haddock qui faisait arroser par le Lama, hein, donc il y a quand même une recrudescence et un retour du Lama, mais cette fois-ci pour des raisons médicales. Merci à tous et à toutes, et donc rendez-vous pour un prochain grand tour réseau, en espérant que l'évolution plus favorable, l'épidémie, nous permette de nous retrouver à des moments qui ne va pas empiéter sur la partie loisir de notre temps et qu'on y aille vers le jeudi, le vendredi ou le mercredi. Nous serons tous, nous sommes déjà tous vaccinés. Je pense qu'on va pouvoir commencer à se réunir en présentiel, ce qui nous manque quand même quelque part aussi, même si Zoom nous a fait profiter pendant tous ces mois d'échanges auxquels on n'aurait pas eu droit sans ce type de technologie. Merci Michel, merci Jean-Christophe et à bientôt.